nañu ànd taxaw ngir suñu kilifa yi woote sart yu aar gune yi jaarale ko ci code de l'enfant. Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition vers un début de solution dans le conflit opposant le groupe Sedima aux populations de Dengueler. Selon Aly Ngouille Ndiaye, Babacar Ngom a mis à la disposition des populations une partie des terres de son titre foncier représentant une centaine d'hectares. La tension est montée d'un cran à Sinthiou-Kéba dans la commune de Fandène. C'est à Thiès, les populations disent non à l'accaparement de leurs terres et ont brandi des armes blanches. Affaire Eden Rock, la direction des impôts et domaines lance la vente des appartements de Bibo-Bourgis situés au centre-ville de Dakar. Elle va démarrer à partir de la semaine prochaine. Et puis le Grand Hôtel de Foundiougne perd de son lustre d'antan, le plus important établissement touristique de la région, et est aujourd'hui délabré et abandonné. Ces anciens travailleurs au chômage vivent en véritable calvaire. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Va-t-on vers la fin du litige qui oppose Babacar Ngom aux populations de Dengueler? Le ministre de l'Intérieur qui était sur les lieux ce matin nous apprend qu'une solution provisoire a été proposée aux agriculteurs. Selon le ministre de l'Intérieur, Babacar Ngom a mis à la disposition des populations une partie des terres de son titre foncier représentant une centaine d'hectares. Mais les discussions se poursuivent en vue de trouver une solution définitive. Direction Thiès à présent, à Sinthiou-Kéba, c'est dans la commune de Fandène. Les populations disent non à l'accaparement de leurs terres. Selon le chef de village, des gens font irruption au village pour procéder à des lotissements. Pire, ils ont même commencé à vendre des terrains. Les habitants du village, très remontés, ont brandi des armes blanches. Ils appellent le maire de Fandène à réagir. Les explications de Cheikh Anta Diop. Ne touche pas à nos terres, c'est le cri du cœur lancé par les populations du village de Sinthiou-Kéba, situé dans la commune de Fandène. Ces populations, disent-elles, se sont réveillées pour constater le bradage de leurs terres au profit de gros bonnets. Sur presque 1,5 km, des gens sont venus, ils ont posé des bornes de terrain de 20 mètres sur 20, jusque même à l'intérieur de nos maisons, pour ensuite procéder à des lotissements, menaçant ainsi tout le village. Ce village est situé à la sortie de Thiès en allant vers Morlan. Le pire a été évité de justesse. Les populations armées de coupe-coupe ont failli en venir aux mains. Nous ne accepterons pas ça. On apprend des armes et cette affaire, ça peut amener des histoires parce que tu ne peux pas vivre des gens quitte à côté. Prendre votre terre et vous restez ici et vous n'avez pas de papiers et on vous dit attendez. Ces populations de Sinthiou-Kéba lancent un appel au maire de Fandène, Augustin Tine, et au président Macky Sall pour qu'on leur vienne en aide. Nous appelons le maire de Fandène et le président de la République, Macky Sall. Ces populations très remontées s'érigent en bouclier pour faire face. Elles renseignent que toutes les autorités compétentes sont averties. Après la sortie des populations de Sinthiou-Kéba, qui accusent le maire de Fandène de vouloir morceler leurs terres, le secrétaire municipal sort de sa réserve pour plus de précision. Martial Ndion, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Anta Diop, et c'est la tire. La mairie de Fandène contrôle exactement bien son territoire, son espace communal. Et en conseil municipal, il a été décidé de procéder à un lotissement dans le site de Sinthiou-Kéba. Et c'est un lotissement d'un peu plus de 48 hectares. Et c'est un lotissement qui a fait l'objet d'une autorisation en date du 12 novembre 2019. Et pourtant, ces mêmes populations qui parlent aujourd'hui ont été bel et bien associées au programme. La preuve, nous avons un conseiller municipal de Fandène qui est apparenté à la population. Alors, lorsque le programme a été programmé, n'est-ce pas? Donc, ils ont été informés, nos parents Paul. Et alors, nous avons pu identifier les résidents. Mais maintenant, il restait à identifier les propriétaires de concession.
Parce qu'on s'est dit qu'on ne doit pas donner des parcelles à deux vitesses. On doit réunir toutes les informations, avoir les dernières cartes d'identité, procéder aux notifications et les donner de manière globale. C'est pourquoi on a attendu. Mais ça, c'est une affaire voilà. Ça ne dure pas, théoriquement, ça ne dure pas. Mais comme elles sont pressées, ces populations, bon, nous nous sommes dit que peut-être qu'ils ont envie de dire du mal de monsieur le maire. Mais Augustin, monsieur le maire, franchement, il prend tout. C'est-à-dire il met tout le monde à l'aise. Et sa première réaction, c'était de mettre à l'aise d'abord ces mêmes populations. Construction de cimetières dans la forêt classée de Mbao, la recherche de consensus entre la mairie et l'État est nécessaire. C'est ce que pense Adama Diouf, le président de l'Union des associations d'élus locaux, estime que le maire de Mbao est dans ses droits. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Omar Ndiaye. Le maire est dans ses droits de dire que je ne suis pas favorable à un déclassement. L'article 81 le dit bien, que la compétence de la commune, c'est la création, l'affectation, la désaffectation, la gestion, l'organisation des cimetières. C'est de la compétence de la commune. Si la commune est compétente pour l'organisation ou la création ou la désaffectation ou l'affectation pour un cimetière, nous sommes dans le cadre d'une forêt classée. C'est une autre dimension du territoire dont il est question. Qui a classifié le territoire? C'est l'État, en toute connaissance de cause. Là aussi, le pouvoir, l'État a un pouvoir. C'est de voir, en préservant l'intérêt général, pour donner son avis. Et à cet égard, en matière de forêt classée, évidemment, les communes ont des compétences, mais c'est le ministère de l'Environnement qui est responsable de la gestion territoriale des forêts classées. C'est pourquoi la médiation est importante. Il ne faut pas qu'on oublie que la collectivité est un démembrement de l'État. Donc il ne peut pas y avoir une action qui contrarie une autre action de l'État. Les deux acteurs doivent discuter et parler. Vous l'annoncez dans les titres affaires Eden Rock, l'État passe à l'action. La direction des impôts et domaines a lancé la vente des appartements de Bibo-Bourgi 6 au centre-ville. Elle démarre à partir de la semaine prochaine selon un communiqué de la direction générale des impôts et domaines. On voit cela dans cet élément signé Chérif Dia. Eden Rock de Bibo-Bourgi mis en vente à partir de ce mardi 21 juillet. Les intéressés ont jusqu'au 28 du même mois pour postuler selon un communiqué de la Direction générale des impôts et des domaines. Bibo-Bourgi, co-accusé de Karim Wade dans le cadre de la traque des biens mal acquis, a été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA. Dans son arrêt numéro 2-2015 du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a ordonné la confiscation de plusieurs biens, immeubles et meubles dont les appartements Eden Rock 6 au centre-ville. Du coup, c'est bien entre d'office dans le domaine privé de l'État selon les dispositions de l'article 21 de la loi 76-66 du 2 juillet 1966 portant code du domaine de l'État modifié. Puis le Sénégal enregistre 3 décès liés au Covid-19, ce qui porte le nombre à 163 sur 790 tests réalisés aujourd'hui. Hier, plutôt 125 sont revenus positifs, 79 cas contacts et 49 cas communautaires. 50 patients ont été déclarés guéris ce jour et 45 sont admis en réanimation. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du Sénégal approuve la décision du ministère de l'Éducation concernant les classes intermédiaires. Elle s'inquiète tout de même du niveau des élèves qui risque de s'empirer. Nous voyons cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Marian. Le ministre de l'Éducation nationale a pris des mesures facilitant le passage en classe supérieure pour les élèves dans les classes intermédiaires. Une décision fortement saluée par l'association des parents d'élèves. Nous saluons cette décision. Nous la partageons et nous allons y travailler. Parce que devant une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Le ministre, il fallait qu'il prenne une décision avant l'ouverture des classes prochaines. Et c'est ça qu'il a fait. Maintenant, nous devons tous, en tant qu'acteurs, tous les acteurs devront accompagner en vue de la réussite, n'est-ce pas, de cette décision. Qui doute toutefois du niveau des potaches qui reste très bas et que cette année a été très exceptionnelle. Il y a des cours de rattrapage qui seront prévus pour l'ouverture prochaine. Mais cette mesure
à notre sens, elle est insuffisante parce qu'il y a des élèves dont le niveau est très très bas et tout le monde s'en rend compte. Et si ces élèves-là font un mois seulement de rattrapage, ça ne peut pas combler, n'est-ce pas, le retard qui a été accusé. Mais aussi les classes qui, lors de la rentrée, pour ces parents d'élèves, risquent d'être pléthoriques. Notre préoccupation majeure, c'est les structures qui vont accueillir tous ces élèves-là à l'ouverture prochaine. On risque d'avoir des classes pléthoriques. Mesure longtemps attendue, le passage des élèves en classe intermédiaire, mais des doutes persistent et là sur le niveau des enfants qui risque d'être très bas cette année. Et vives encouragements du FMI au Sénégal. Dakar a respecté tous les paramètres dont la première revue du programme du Sénégal appuyée par l'instrument de coordination de la politique économique. Pour en savoir davantage, suivons les explications du Dr Thierno Thioune, enseignant-chercheur interrogé par Fatou Bintou Conté et Mardia. Le Sénégal a connu l'ISPE, c'est-à-dire l'instrument de soutien à la politique économique. Maintenant, l'ICPE, dans son volet d'atteinte d'objectifs d'une maîtrise des indicateurs macroéconomiques, constitue pour le Sénégal, avec la coopération du FMI, n'est-ce pas, un instrument qui permet de coordonner l'ensemble des politiques économiques qui seront mis en branle par le Sénégal. Et dans ces objectifs, on peut citer par exemple le fait maintenant de gérer de manière prudente la dette, une viabilité des finances publiques. Et dans ce volet d'ICPE, il y a un instrument très phare qui a été mis en place récemment qu'on appelle la SRMP, qui est la stratégie de recettes de moyen terme. Un instrument technique, n'est-ce pas, de cadrage de la politique économique, de coordination de la politique économique, parce que les pays comme les nôtres, comme on l'a connu très souvent, avaient des politiques économiques assez désarticulées, assez désorientées. Donc c'est une manière quand même de faire on va dire une coordination de tout cela pour que cela puisse avoir un sens économique qui sera donné notamment à la dette, à la question des finances publiques, mais aussi à la question, n'est-ce pas, de la mobilisation des recettes de l'FMI. Parce que l'FMI récemment a mis en place vraiment une enveloppe très importante qui a atteint 100% du quota du Sénégal, de l'ordre de 263 milliards. Et ça a été mis en place sur deux volets. D'abord, il y a eu un instrument de facilitation de financement rapide, mais aussi vraiment une facilitation de crédit rapide qui a permis au Sénégal, n'est-ce pas, de financer en partie, n'est-ce pas, toutes les ressources, notamment les 302 milliards de soutien aux entreprises, les 18 milliards de paiement de factures d'électricité, les 12 milliards de la diaspora. Toujours 7 milliards de francs CFA mis sur la table pour la maîtrise des eaux de surface et la création d'ouvrages pour la pratique de la riziculture et la production en abondance de riz dans cette zone où la production de l'arachide est prédominante. Le projet de valorisation des eaux de surface pour le développement de chaînes de valeur s'implante dans le Saloum pour toucher au moins 38 000 ménages. Explication Ibrahima Diamé et Faligay. Le bassin arachidier, comme son nom l'indique, est réputé zone par excellence de la pratique de la culture de l'arachide. Mais depuis ces dernières années, l'on parle de bassin agricole qui tend vers la diversification de ces cultures avec notamment la riziculture, mais également l'horticulture. C'est dans ce cadre justement que le Proval, un projet à vocation agricole, est venu s'implanter dans la zone. Le focus sera mis sur le riz et tout ce qui concerne les cultures maraîchères. Mais les autres spéculations ne sont pas aussi exclues. La réussite de ce projet passe nécessairement en amont par la maîtrise de l'eau avec la création d'ouvrages hydro-agricoles. C'est d'abord la modernisation des infrastructures rurales à travers des aménagements hydro-agricoles. Les aménagements hydro-agricoles vus sous l'angle en fait de la mobilisation et de la valorisation des eaux de surface, mais également la mobilisation et la valorisation des eaux souterraines. À la clé, le projet va susciter la création de plusieurs milliers d'emplois allant de la production à la transformation avec des PME.
l'objectif principal, c'est de créer des entrepreneurs ruraux, d'appuyer des PME agricoles. Et nous avons en vue environ 5000 PME agricoles, en tout cas, qui sont ciblés, mais également plus de 38 000 ménages qui seront aussi bénéficiaires de ce projet. Financé par l'État du Sénégal et la BAD, entre autres partenaires financiers à hauteur de 7 milliards de francs CFA, le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur est parti pour une durée de 5 ans dans le Saloum. Les frontières terrestres de l'espace CEDEAO fermées à cause de la pandémie du Covid-19 seront bientôt ouvertes. L'assurance et le ministre des Transports terrestres à la gare routière de Ziguinchor, Maître Oumar Youm, a fait cette déclaration en marge de sa rencontre avec des acteurs du monde du transport terrestre. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les ministres de la CEDEAO chargés du transport et du commerce, nous avons en cours du mois de juin tenu un séminaire par visioconférence. À l'issue de ce séminaire, les ministres, à l'unanimité, avaient décidé de l'ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes à compter du 15 juillet 2020, sous réserve de la validation des protocoles sanitaires, mais aussi des mesures de sécurité qui devaient être validées par respectivement le ministère de la Santé et les ministères en charge de la sécurité. Je pense qu'il s'agit simplement de question de jours. Bientôt, Inch'Allah, ces frontières seront ouvertes, parce que la CEDEAO aussi, sa mission, c'est vraiment faciliter la circulation des personnes et des biens. Nous sommes dans une dynamique de reprise de la vie normale. Je pense qu'effectivement, nous devons, tout en prenant compte de l'existence de la maladie, procéder à l'ouverture de ces frontières pour le Sénégal qui présente un enjeu extrêmement important. Retour à Dakar pour aller à Yoff, les vendeurs de moutons se plaignent de leurs conditions, surtout en cette période d'hivernage. Ils magnifient tout de même la contribution de la mairie qui leur apporte son soutien. Un reportage signé sur place, Mamadou Fall et Youssou Baro. La vente de moutons ne se déroule pas comme l'espéraient les vendeurs. Ils sont confrontés à des difficultés liées aux pluies. Franchement, bâche yéene sax monté guñu leen boo xoolee si ginnaaw li di nga gis bâche tëdd am na bâche yoo xamante ne dañ naaw dugg sax si biir piste bi mooy ñu nekk si miir piste bi ni jëm côté bi quoi mais am nay jafe-jafe lool. gaañ xar yi man naaw tibi dal si xar yi gaañ leen affaire yooyu surtout tamit am na xar yoo xam te day jar ñu dénk la ko yooyu yëpp mën nga si am problème parce que mën na dal si yooyu tam mu gaañu. Pour la commune de Yoff, il est impératif d'organiser et de structurer la vente de moutons en cette période de pandémie. 3 points sont autorisés par le gouverneur pour la vente des moutons au niveau donc de la commune de Yoff. Je pense que la commune a pris l'ensemble des dispositions en discutant dans un premier temps avec les éleveurs, en leur donc octroyant donc ces sites. Et qu'au niveau de ces sites, je pense que la commune a pris les dispositions nécessaires. Autre aspect à ne pas négliger, la sécurité. Je pense qu'avec le commandant et le préfet, on est en train de discuter pour donc renforcer la sécurité, pour que la gendarmerie puisse les aider pour renforcer la sécurité au niveau donc de ces zones. bu dee Yoff moom franchement pare am na sécurité te tey jii gis naa fi gars yi di fi doxantu ñaari gendarme ñuy doxantu fii. amuñu problème sécurité ak yooyu parce que taw moom ku ne xam na ne bu la bettee moom xam nga bu fekkee teeloo ko woon a prévoir rek mën na indi yenn jafe-jafe mais jotuñu. Pour une bonne opération de Tabaski à Yoff, la mairie a levé toute taxe afin de soulager les vendeurs de moutons. Elle compte même distribuer du gel, du savon et du désinfectant. Avant de boucler cette édition en direction Foundoun, le Grand Hôtel a perdu depuis quelques années son lustre d'antan. Il fut pourtant le plus important établissement touristique de la région de Fatick avec une centaine d'employés. Le site est aujourd'hui délabré et abandonné et son promoteur turc introuvable. Les anciens travailleurs aujourd'hui au chômage crient au secours dans cet élément signé Aminata Gouyabi et Abdou Karim Bey. Il y a quelques années, cet hôtel était le mieux fréquenté dans la région de Fatick. Selon des témoins, il a été créé en 1976 et s'étend sur 3 hectares. En temps normal, sa capacité d'accueil est de 42 chambres. Mais aujourd'hui, ce réceptif hôtelier, vétuste et délabré de toutes parts, est abandonné. Poussière et herbes sauvages trônent sur les lieux. Enfin là, depuis 2000, disons, quand moi je suis arrivé, ça a commencé à battre de l'aile déjà. Donc l'hôtel était dans un état de délabrement assez avancé. Donc sinon, ça s'est accentué il y a juste 5 ans. Donc depuis 5 ans, nous sommes dans cet état.
Et nous l'avons crié partout. Mais jusque-là, apparemment, on ne nous a pas entendus. La mine grise Samba Kanté est nostalgique des bons moments passés dans cet endroit. Il n'a plus grand-chose à y faire, mais vient très souvent faire le gardien. Comme je ne peux pas partir et laisser le site en l'état, je suis obligé d'y veiller. En attendant, je suis là juste par volonté. Vu que c'est ici que j'ai travaillé pendant 10 ans, donc j'ai un pincement au cœur de le quitter du jour au lendemain. Donc sans être payé, je suis obligé de rester, de surveiller les lieux. Avec la fermeture de cet hôtel de Foundiougne, c'est plus d'une centaine d'emplois perdus. Et c'est d'ailleurs ce qui a élevé le taux de chômage dans la commune de Foundiougne et dans le département de façon générale. C'est un hôtel qui recrutait beaucoup. Il y avait une centaine avant, il y avait une centaine de personnes. Les extras et les journaliers, tout compris. Depuis quelques années, avec les difficultés qu'il y avait, donc on était de 100 personnes, on est passé à 10. Actuellement, tout est délabré, on n'est pas dans des dispositions de travail. Le promoteur de nationalité turque est introuvable depuis plusieurs années. Fatigué d'attendre, les anciens travailleurs demandent aux autorités de réagir à cette situation. Ce que nous attendons, c'est que les autorités puissent prendre leurs responsabilités, comme je l'ai dit, qu'ils puissent parler directement à monsieur le propriétaire, monsieur Moumtaz Teker, pour voir dans quelle disposition est-ce qu'il est. Est-ce qu'il veut vendre? S'il veut vendre, certainement les autorités sont dans les dispositions de l'aider à trouver un partenaire. Le gouverneur de Fatick, le directeur général du port autonome de Dakar et le délégué général à l'entrepreneuriat rapide ont effectué une visite sur le site et des engagements ont été pris. Alors nous étions en visite ici pour voir dans quelle mesure nos deux structures accompagnées de promoteurs privés pourront s'engager à réhabiliter ou réfectionner l'hôtel Foundiougne. L'objectif que nous sommes fixés, c'est de revenir dans les plus brefs délais avec un plan global d'aménagement, de financement, d'accompagnement. Mais nous sommes presque sûrs que nous allons trouver une solution pour faire vivre Foundiougne avec le pont qui va bientôt finir. Le maire de la commune de Foundiougne, Babacar Diamé, sensible lui aussi à cette situation, promet de chercher des partenaires pour relancer les activités de ce qui a été un important établissement touristique de la région de Fatick. Merci à vous, Aminata Goudiaby. C'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.